On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alice. Alice, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Avec plaisir, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle Alice Drich, j'ai 29 ans. Je suis mariée à Vincent et on est parents d'Isaac, un petit gourmand au chromosome, comme on aime l'appeler, qui est porteur de la trisomie 21. Isaac, il a quel âge ? 3 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariés ? Ça va faire 5 ans en juillet, là. Excellent. Donc, plus de vie avec Isaac que sans. Non, on est ensemble depuis 8 ans, donc pas encore totalement, mais bientôt. L'équilibre des forces approche. C'est ça. Trop bien. On parlait à l'instant d'un petit échange sur lequel je voudrais qu'on revienne, mais je veux pas oublier. Tu me disais qu'aujourd'hui, les abandons en maternité, il y en a plus vraiment chez les enfants porteurs de trisomie 21. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu les dernières statistiques qui sont sorties. Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même un mouvement sociétal qui est paradoxal, dans le sens où, en fait, les personnes porteuses de trisomie 21, à la fois, on n'en prend pas totalement, complètement soin en société, et en même temps, on en parle. Et en même temps, on les voit, et ils sont invités sur les plateaux de télé. Le mouvement des cafés joyeux a fait un bien de fou à notre société. Et donc tout ça, je pense, participe aussi au fait que quand on se retrouve avec notre petit bébé porteur de trisomie 21 dans les bras à la maternité, bah oui, il y a quand même une douceur qui s'est installée et quand même aujourd'hui, oui, il y a moins d'abandon de fait dans les maternités quand il y a des naissances de trisomie 21. J'ai en tête le chiffre de 300-600 naissances par an. Ouais, c'est ça. Il y en a à peu près entre 300 et 400 naissances par an. Voilà, okay. C'est ça. Et il y a à peu près entre 8000 à 10 000 diagnostics qui sont posés chaque année. Donc le diagnostic... Pour que ce soit bien clair pour les gens, ouais, c'est ça. Il y a le diagnostic anténatal, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. Parfois, on l'apprend, et ça a été votre cas d'ailleurs, à la maternité. C'est ça. C'est quand même très rare qu'on l'apprenne à la naissance, parce que le handicap quand même le mieux détecté au monde, c'est la trisomie 21 maintenant. Donc quand même, majoritairement, ils sont quand même vraiment détectés pendant la grossesse. Et effectivement, moi, je l'ai appris 2 heures après la naissance. On l'a appris 2 heures après la naissance parce que nous, on a refusé de faire les tests. Je le précise aussi. Oui. C'était un choix aussi qu'on avait posé avec mon mari. On voulait pas savoir. On voulait rien savoir pendant la grossesse parce qu'on avait vraiment à cœur de vivre cette grossesse dans la paix. Et c'était un choix qu'on avait posé avant de nous marier. On s'était dit, si un jour on a un enfant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on accueille si jamais il y a un enfant handicapé ? Et est-ce que on veut tout savoir pendant la grossesse ? Et c'est des discussions, je pense, qui sont importantes à avoir en fait quand on est en couple. Parce que ce que je remarque dans les appels M21 que j'ai dans l'association, en fait, souvent, le gros problème, c'est que le couple n'en a pas parlé avant et qu'il se retrouve avec cette situation d'une grossesse où, en fait, il s'aimait, tout allait bien, bam, il y a le choc de la trisomie 21. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, notre couple va pas bien, en fait, d'un coup. Et ça, c'est très dur. Et c'est parce qu'il faut accueillir déjà, t'as l'émotion de l'annonce. Oui, le choc traumatique, oui. T'as la manière dont l'autre l'accueille qui peut être totalement différente. Oui. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il en pense profondément, quoi. Exactement. Et c'est pas effectivement le meilleur moment au moment du choc. Ça vient hyper fragiliser le couple. De débattre. Et c'est la culture. Et qu'est-ce qui fait qu'avec Vincent, vous avez évoqué le sujet avant ? Avec Vincent, en fait, quand on est tombé amoureux, malheureusement, j'ai envie de dire, et heureusement, on a eu des couples autour de nous qui ont souffert très rapidement. Alors qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants. Et on se disait, waouh, en fait, c'est incroyable parce qu'on est quand même beaucoup entouré par des couples qui souffrent, malheureusement. Dans nos amitiés, dans nos familles, des fois même nos parents, ça arrive. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour que notre couple réussisse ? Parce qu'en fait, ça a l'air d'être un sacré job. Il y a, oui, le coup de foudre, on tombe amoureux, on s'entend trop bien, ça match trop bien, super discussion, trop bon fit, trop bon feeling. Ok, mais ça, en fait, ça suffit pas. Et je crois qu'on a pris conscience très tôt que notre couple, c'était un énorme travail. Et donc, on s'est fait accompagner. Lui, il s'est fait accompagner. Moi, je me suis fait accompagner. On s'est fait accompagner ensemble. On a été édifiés. On a été enseignés par des couples plus vieux qui avaient passé toutes les épreuves, qui nous ont dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà les conseils qu'on vous donne. Parlez de votre communication, parlez de votre sexualité, parlez de l'argent, parlez de tout ça, en fait. Parlez de votre héritage familial. Parce que quand tu tombes amoureux, t'arrives en face de l'autre avec ton bagage. Et j'arrive avec quoi ? Ok, les problèmes de la famille, oui, c'est normal. Ok, on va en parler. Et toutes ces questions, en fait, on les avait toutes déballées. Ça a été dur, hein. D'ailleurs, on a fait un parcours avant de nous marier qui s'appelle Alpha Duo.
Et au début du parcours, ils nous ont dit, on vous prévient, pendant le parcours, il y a quelques couples qui vont s'arrêter. Parce qu'on va aller très, très en profondeur. Waouh! Et c'est dur, quoi. Et quand on a démarré le parcours, on s'est regardé avec Vincent, on a dit, c'est bien, ça va être un bon test pour voir si effectivement, faut qu'on reste ensemble, quoi. Et on est vraiment allé en profondeur. Et une fois qu'on a fini ce parcours, on s'est dit, OK, on s'engage, on se marie. Et on a été amené à se poser toutes ces questions, de dire, qu'est-ce qu'on veut pour notre couple? Qu'est-ce qu'on veut comme style de naissance? On a fait un accouchement naturel. Ça aussi, ça a été des discussions. Qu'est-ce qu'on veut pour la grossesse? Qu'est-ce que moi, je veux en tant que femme, pour mon corps? On parle de l'avortement. OK, et moi, qu'est-ce que j'en pense en tant que femme, et Vincent, qu'est-ce qu'il en pense en tant qu'homme, etc. Voilà, on a déblayé toutes ces questions. Et je crois que quand Isaac est arrivé avec le choc traumatique, ce qui nous a permis de tenir dans notre couple, malgré le fait qu'on a vécu un énorme décalage émotionnel, c'est qu'on s'est appuyé sur la pierre solide qu'on avait basée avant de nous dire oui. On accueille la vie, quoi qu'il se passe. Donc Isaac, t'arrives avec ta trisomie 21. Le handicap, pour nous, c'était génial chez les autres, mais pas chez nous. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, il y a cette pierre qu'on a posée. Ouais, ça fracasse tout, mais ça arrive sur une pierre qui tient exactement. Et qui permet d'accueillir. Ouais, exactement. Et ça nous a beaucoup aidé. Non, mais ça, c'est un enseignement, je pense, assez fort et assez beau que tu livres là. Merci. Alice, nous, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi maintenant, dans le cadre de la Nuit du Bien Commun à Lyon, dans laquelle tu participais au titre de l'association M21. M pour merveilleux, et 21 pour la trisomie 21. On va prendre un peu le temps d'échanger là-dessus. Avant, toi, l'arrivée du coup d'Isaac, en fait, la notion d'engagement, pour toi et Vincent, c'était vos boulots, c'était votre vie. Mais c'est vraiment cette rencontre avec Isaac et avec la maladie qui fait qu'aujourd'hui, vous avez lancé M21, qu'aujourd'hui, toi, t'en as ouvert un compte Instagram qui fait pas mal de followers. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. La vie d'Isaac est vraiment assez chouette. Et en fait, tu contribues à tout ça, à permettre cette visibilité de la trisomie 21. Et en même temps, si on se dit, le jour où tu la prends, est-ce que tu aurais imaginé un peu de tout ça? Quand je regarde ma vie depuis 3 ans, c'est vrai que j'hallucine. Je me dis, tout à l'heure, comme j'avais 2 heures dans le train là pour venir de Lyon, j'ai trop aimé d'ailleurs avoir un petit temps dans le TGV toute seule. Ça m'a fait du bien. Et en fait, je me suis dit... quand je regarderai en arrière dans 10 ans, ce sera quoi? Parce que déjà, depuis 3 ans, c'est dingue. Non, c'est extraordinaire. En fait, de toute façon, le handicap, c'est un voyage. Donc, comme c'est un voyage, t'as des jours fatigants, t'as des jours challengeants, t'as des jours où tu te sens seul, et t'as des jours absolument merveilleux. Et t'as même plus de jours merveilleux et de joie que de jours difficiles. En fait, nous, la projection dans laquelle on s'est mise avec notre manque de connaissances à la maternité, si tu veux, quand on a tellement eu peur de... Notre vie va être horrible, mais on va pas s'en sortir. Est-ce que notre couple va tenir? Est-ce que nos relations vont tenir? Financièrement, est-ce que ça va aller? Voilà, on était que dans la peur. On était que dans la projection négative. Et en fait, quand on regarde notre vie avec cette projection qu'on a eue, on se dit, mais c'est fou. En fait, il y a un énorme décalage. Parce que, en fait, la société projette ça. Et tu vois, j'étais à une conférence sur la trisomie 21 il y a 2 semaines, là, à l'hôpital de Lyon. C'était passionnant, sur des scientifiques qui travaillent sur la trisomie 21. Et il y a une scientifique qui a dit, voilà, en fait, nos dernières recherches ont prouvé que la majorité des arrêts de grossesse en cas de trisomie 21, c'est lié à la peur du regard de la société sur notre enfant. C'est-à-dire que on a tellement peur de ce que la société va projeter sur notre enfant que du coup, ça habite en nous. Et nous, c'est exactement ce qu'on a vécu à la maternité. Comment on va faire avec cet enfant-là dans cette société-là? Et quand on se déplace en conférence partout en France dans des établissements, qu'ils aient 11 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, mais tous, ils ont une projection négative du handicap. Il y a 0 mot positif. Il n'y a jamais d'envisager d'avoir un peu de bonheur. C'est toujours négatif. C'est effrayant. Enfin, moi, je trouve ça effrayant. En même temps, du coup, ça me motive parce que je me dis, il y a un boulot de fou, mais c'est effrayant. Et aujourd'hui, nous, effectivement, quand on regarde notre vie avec Isaac, on a une vie de parents qui ont un enfant de 3 ans. Donc, on a un enfant de 3 ans qui est challengeant parce que il sait dire non. Donc, il est dans la période de la confrontation. Donc, on doit l'éduquer, on doit le punir. On l'aime à la folie, on rigole avec lui. On a regardé tous en scène ce week-end, il était trop content. Enfin, voilà, on n'a pas une vie, je dirais, plus compliquée. On a une vie peut-être plus challengeante certains jours. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas du tout insurmontable. C'est pas du tout invivable. Et les enfants trisomiques, ils sont tous différents. Donc aujourd'hui, je peux pas te dresser une généralité de la trisomie, ça va. En tout cas, nous, avec notre enfant, ça va. Et du coup, on a le droit... C'est comme tous les enfants, en fait, j'ai envie de dire. Oui, non mais oui. Non, tu vois, je fais une aparté. Nous, moi j'en ai 3, on a vachement subi la naissance de la première parce qu'elle a mis des plombs à faire ses nuits. On a des copains chez qui le petit bébé est né, il faisait ses nuits directes et on vivait pas la même vie. Pour autant, on a tous les 2 des enfants. Oui.
Et on est heureux, on a la chance que ils sont tous en bonne santé, mais en fait ils ont pas la même vie, ils ont pas le même caractère et ils nous en font voir de toutes les couleurs, mais différemment. Bah oui, non mais voilà, c'est ça. Et je crois que à partir du moment où on arrive à avoir aussi ces réflexions de se dire, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que mon enfant est heureux? Est-ce que mon mari est heureux? Est-ce que dans notre vie on est heureux? Est-ce que c'est le handicap qui prend la place tous les jours? Ou est-ce que, en fait, ce petit garçon porteur de handicap, avant d'être handicapé, en fait, il est aussi pleinement notre enfant, avec nos gènes, avec notre ADN, avec notre caractère. Un jour, on arrive chez l'orthophoniste. Et puis, je dis à l'orthophoniste, Isaac avait 1 an et demi. Et il me commençait déjà à montrer un bon caractère. Alors, je regarde l'orthophoniste, je fais, oh là là, vous savez, il est trisomique, qu'est-ce qu'il est têtu? Et il me dit, non, mais vous avez vu votre caractère? Et j'ai ri aux éclats ce jour-là. Et en fait, elle a été géniale. Et c'est vrai. En fait, Isaac, c'est absolument notre petit garçon avant d'être un petit garçon porteur de handicap. Et donc, en fait, je dirais qu'on a vraiment une vie de parents, voilà, un peu comme les autres, voilà. Et oui, des fois, on a des challenges que je qualifie d'émotionnels avec lui. Parce qu'Isaac, il a un 6e sens. C'est aussi lié à la trisomie 21. Il a une relation aux émotions qui est extrêmement puissante. Donc, Isaac, on est à la plage. D'un coup, on fait des châteaux de sable. Il part. D'un coup, il se met à courir. Alors, on le regarde. On dit, où est-ce qu'il va? Et là, il prend dans ses bras une femme. D'un coup, qui a 50 ans, qui était toute seule, qui est en train de lire un livre. Il se jette à son cou. Il lui fait un câlin, mais un câlin de dingue. Donc, avec mon mari, comme on est très courageux, on fait un shifumi pour dire, OK, qui va y aller? Bon, moi, j'ai gagné. Donc, génial. Vincent y est allé. Puis, il arrive. Et puis, la femme est en pleurs. Et il lui dit, mais madame, faut pas pleurer. C'est juste du sable. Je suis désolée. Et elle dit, mais il est dingue, votre fils. En fait, j'avais juste besoin de ça. En fait, Isaac, c'est ça. C'est un petit garçon qui comprend les besoins émotifs, d'affectifs des gens. Et donc, des fois, c'est pas facile. Parce qu'évidemment, c'est une éponge. Et puis, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre en société, Isaac, tu peux pas faire ça. Tu peux pas te comporter comme ça, etc. Donc, on a un challenge éducatif au niveau des émotions qui est très grand. Mais voilà, le reste du temps, on a une vie de parent comme tout le monde, quoi. Quand tu découvres cette réalité-là, du coup, de la trisomie 21, il y a ce choc, comme tu en parles. Mais vient aussi, à un moment, cette énergie d'aller plus loin et de créer M21. Elle vient d'où, cette énergie? Déjà, la première braise un peu dans mon cœur qui naît, c'est le samedi matin 6 mars. Ça fait 3 jours qu'on est à la maternité et on va vivre le premier bain d'Isaac. Et quand on vit le premier bain d'Isaac, et ben là, il y a on se sent vulnérable. Évidemment, c'est la première fois que tu donnes le bain à ton bébé. T'as dû vivre ça, tu vois, tu trembles, etc. Enfin, t'es vulnérable. Et il y a un médecin qui arrive et qui nous regarde et qui nous dit, de toute façon, préparez-vous, votre vie va être terrible. Ce jour-là, pour moi, il y a un petit truc qui arrive dans mon cœur je veux faire de cette parole de condamnation quelque chose de bien. Parce que je veux pas juste laisser cette parole de condamnation condamner ma vie, condamner mon bébé. Mais s'il l'a dit à moi, ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi qui entendent des trucs comme ça. Et comment tu te relèves de ça? Et avec Vincent, voilà, on a la foi, Dieu fait vraiment partie de notre vie. Et à ce moment-là, ce qui nous a permis vraiment de nous relever, ça a été la foi, ça a été vraiment de prier. Et ça a mis une force en nous. Et en fait, moi, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas cette force. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui sont isolées, qui vivent ça. Donc ça a été la première un peu, tu vois, petit grain de sable dans mon cœur qui a été semé. Tout de suite, après, en sortant de la maternité, j'ai dit à Vincent, vas-y, je crée une asso. Et il m'a dit, oh, tu te calmes, Isaac a 5 jours. Donc déjà, on va faire notre travail d'acceptation. Tu vois, moi, les projets, j'adore ça. Ça me permet aussi de rester créative et aussi vivante parce que après un choc traumatique, c'est aussi ce qui permet aussi des fois de relever la tête. Donc les mois passent, etc. Isaac a 6 mois, on est l'été 2020, et là, je commence à être contactée sur Instagram par des femmes qui commencent à m'écrire, qui me disent, je viens de vivre un diagnostic trisomie 21, je me tourne vers vous, je sais pas vers qui me tourner. Je me sens complètement seule, ma famille me juge. Parce que du coup, à l'époque, t'as déjà un peu commencé à poster. Mais très peu. Mais très peu. Franchement, je suis pas suivie comme aujourd'hui, tu vois, mais oui, je mets des photos d'Isaac. Tu vois, voilà, tout va bien. Oui, comme une maman. Enfin, voilà. Et puis, en fait, ces demandes, elles deviennent récurrentes, ces appels deviennent récurrents. Et en fait, je me retrouve, en plus de mon job, à accueillir ces appels de femmes et à me rendre compte qu'en fait, c'est toujours le même fonctionnement. Les appels durent à peu près 1 heure, je parle très peu, je parle 10 minutes à peu près. Et en fait, ces femmes, elles ont juste besoin de pleurer, elles ont juste besoin de déposer, elles ont juste besoin d'extérioriser leurs pensées, en fait, de déposer le choc traumatique. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait qu'elles se tournent vers moi? Est-ce qu'il y a en France une ligne téléphonique qui existe et qui vient en aide à toutes ces femmes, etc. Donc, je passe des coups de fil, j'appelle tous les ponts de la trisomie 21 en France. Est-ce que ça existe? Tout le monde me dit la même chose. Ne le fais pas, tu n'y arriveras pas. Personne n'arrive à vrai avec le corps médical, c'est pas possible. Ouais, donc non seulement ça n'existe pas, mais en plus laisse tomber, ça ne marchera pas. Ouais, j'ai pas du tout reçu d'encouragement. J'ai reçu 2 encouragements sur à peu près une quinzaine d'appels que j'ai passés. Donc on m'a dit, ok, si je reçois autant de personnes qui me disent qu'il faut pas y aller, c'est qu'il faut que j'y aille. Mais après tu m'étonnes qu'Isaac soit têtu. Et du coup, voilà. Là je me dis bon ok, allez, il faut le faire.
Parce que s'il y a 8000 diagnostics de trisomie 21 qui sont posés chaque année, ça veut dire qu'il y a 8000 femmes qui sont laissées sur le carreau. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, peu importe leur décision. Moi, je suis pas là pour influencer leur choix. Je suis là pour prendre soin de ces femmes pendant 1 heure, juste les écouter, juste qu'elles se sentent considérées, juste leur redonner un petit peu de dignité dans ce qu'elles vivent. Et voilà. Et donc, après, ça a été, franchement, ce qui a été dingue, c'est que, en fait, j'ai eu des gens au bon moment sur ma route qui m'ont aidé, qui ont financé et qui ont ouvert des portes, qui m'ont mis en relation avec d'autres personnes. Et tac, et M21 s'est fait. Et en fait, ça n'a pas été très compliqué. En fait, ce qui a été fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit on y va, toutes les portes se sont ouvertes. Pour ceux qui n'ont pas tous les contours de l'association, M21 en 2 mots, tu peux nous expliquer du coup hyper concrètement votre mission? M21, c'est une ligne téléphonique ouverte nationale et au monde francophone. On vient en aide toutes les semaines à tous les couples et toutes les familles en France qui traversent des diagnostics de trisomie 21 en période périnatale. Voilà, donc avant la naissance et à la naissance. Et notre deuxième axe, c'est qu'on œuvre avec le corps médical. Donc, on se déplace dans les maternités, dans les hôpitaux, dans les facs de médecine pour aller former les médecins, pour aller leur parler, pour aller les informer sur la trisomie 21. Voilà. Aujourd'hui, c'est combien d'heures d'écoute à peu près? C'est une bonne question. Combien d'heures d'écoute? On est à 68 personnes, 68 couples accompagnés depuis 2 ans. Donc, ça fait à peu près un couple par semaine. Mais sachant qu'en fait, nous, on suit les courbes des naissances. Donc, septembre, décembre, c'est des grosses périodes pour nous parce qu'il y a beaucoup de naissances, etc. Donc, on suit vraiment la courbe des grossesses, etc. Il y a des périodes plus calmes. Il y a vraiment des périodes où là, pour le coup, on peut avoir des fois 5 appels en 1 semaine. Du coup, concrètement, il y a des bénévoles derrière la ligne qui sont des parents qui sont passés par là avant. Il y a des parents d'enfants qui ont des enfants porteurs de trisomie 21 ou handicapés et des psychologues. Et en fait, quand les personnes appellent, elles ont le choix. Soit d'avoir un psychologue au téléphone, soit d'avoir un parent d'enfant porteur de trisomie 21 au téléphone. Voilà. Magnifique. Merci. Et aujourd'hui, il vous faudrait quoi pour réussir à, si on table les 400 naissances qu'il y a par an, parce que j'imagine qu'il y a une ou 2 exceptions près, ce coup de pouce, il est quand même le bienvenu pour tout le monde. Ce qu'on rêve de faire, nous, après, à 10 ans, là, c'est d'ouvrir des maisons M21 un peu partout en France, que ça puisse être vraiment des relais concrets, et puis qu'au-delà de la ligne téléphonique, qu'on ait vraiment des locaux pour accueillir aussi les personnes. Parce qu'en fait, les personnes aussi au téléphone, elles me disent ça, elles me disent, est-ce qu'on peut venir vous voir? Et je sens que des fois, il y a ce besoin aussi, au-delà de la ligne téléphonique, de prendre un café, de rencontrer les gens, de vraiment les recevoir. Donc, ça, c'est mon rêve à 10 ans. Et puis surtout, moi, j'aimerais petit à petit aussi me décentrer de l'asso pour que l'asso, il y ait beaucoup plus de personnes, que ça existe aussi en dehors de moi. Qu'il y ait plus de personnes, en fait, quoi. Et aujourd'hui, du coup, avec Vincent, comment est-ce que vous gérez à la fois votre vie, à la fois les sujets de vie aussi de celle d'Isaac, parce que maintenant vous êtes 3, et l'association en parallèle? Vous arrivez à bien avoir un bon rythme de vie, parce que ça fait une sacrée occupation? Non, là, cette année, c'est un peu de la folie. Ouais, c'est une année particulière, parce que cette année, on a une année assez hors du commun, c'est qu'on a une année de voyage. On est à peu près 10 jours par mois dans une ville différente. On part avec Isaac et on va faire un peu le tour des établissements, des facultés, et on va donner une conférence sur la trisomie 21. On va éveiller les jeunes à la question de la différence. Et puis au-delà de la question de la différence, on leur parle de plein de choses. On leur parle du couple, on leur parle de l'accueil de la vie, les grossesses, etc. Enfin voilà, on fait vraiment vivre notre accouchement en fait aux jeunes. Et on les fait parler. On les fait beaucoup parler surtout. On les fait beaucoup parler sur le handicap, sur la différence. Donc c'est passionnant. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah là là, c'est dingue. C'est fou les peurs qu'ils ont. C'est fou les préjugés qu'ils ont. Les peurs irrationnelles qu'ils ont. C'est quoi les grandes peurs des ados d'aujourd'hui vis-à-vis de la trisomie? Déjà, alors ça c'est pas sympa, mais c'est quand même vrai. Désolée parce que t'es un garçon, mais les garçons ont quand même vraiment un gros problème avec le handicap. Voilà, et c'est une réalité. Les hommes ont un énorme problème avec le handicap. Moi, M21, je vois, j'accompagne majoritairement des femmes. Et les hommes on a accompagné à peu près 60 femmes et 7 hommes. Et sur les 7 hommes qui sont venus vers nous, en réalité, il y en a 20 qui nous ont écrit, il y en a que 7 qui ont réussi à honorer l'appel. Ça veut dire que les autres, ils n'ont jamais appelé. Voilà. Et à chaque fois, les femmes que je téléphone, je leur dis, mais vous avez un mari? Oui, bien sûr. Dites-lui de nous appeler. Non, mais lui, il parle pas. Tout le temps. J'ai tout le temps ça. Quoi. Voilà. Et dans les écoles, c'est pareil. Quand on leur fait faire un exercice concret, on invite les jeunes à se projeter. Vous fermez les yeux, vous vous imaginez, etc. La naissance, votre enfant trisomique vient d'arriver. Quelle est votre première action? Mais les garçons, je vais chercher du lait. Alors, toi, comme t'es un boomer comme moi, tu sais pas ce que ça veut dire. Mais du coup, quand eux, ils disent ça, ils explosent de rire. En fait, moi, j'ai appris après coup, parce que quand le jeune, il m'a dit ça, je vais chercher du lait, je lui dis, bien sûr, il faut nourrir ton enfant. Et en fait, ça veut dire, je me casse et je reviens pas.
tu vois. Et souvent, il y a des réactions masculines comme ça, de est-ce que c'est moi le père, tu vois, je veux pas assumer. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les garçons. Le choc est plus frontal et plus violent, c'est une représentation. T'arrives à l'expliquer? C'est juste la trouille. Il y avait un article qui avait été écrit très intéressant sur le rapport des hommes au handicap par rapport aussi à la virilité et à ce que le handicap vient aussi réveiller chez les garçons en termes de faiblesse, en termes un peu d'échec, d'une forme d'échec, tu vois, de représentation. D'un coup, quand t'as un enfant handicapé, bien sûr, ça va t'ouvrir à tes fragilités, bien sûr, ça va t'ouvrir à tes vulnérabilités. Bien sûr, ton enfant, tous les jours, il va être le miroir de ce que toi-même aussi t'arrives pas à faire, évidemment. Nous, Isaac, il nous a fait entrer sur un chemin d'humilité qui est absolument phénoménal. On n'aurait jamais pensé gagner autant en humilité depuis 3 ans. Tellement il nous a ouvert, il a fracassé nos cœurs. De nous dire, oui, maman, t'as des fragilités, oui, papa, t'as des fragilités. Et est-ce que t'es prêt à vivre ça? Voilà, c'est ça. En fait, ton enfant handicapé, il vient faire ça. Je pense que pour les hommes, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. C'est comme si un peu, vous n'avez pas accès, messieurs, à vos émotions. On vient un peu dans cette pseudo-représentation de... Non, j'ai pas d'émotion, je suis un gars. N'importe quoi. Mon aîné est très émotif, donc à moindre mesure, mais j'ai pris ça aussi. Je prends ça même régulièrement pas mal dans la tête. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on a un peu le sentiment que notre siècle aussi essaie un peu de déconstruire cette représentation du mâle ours dominant des grottes des cavernes, qui n'a pas d'émotion, qui ne sait pas dire je t'aime, qui ne sait pas offrir des fleurs, qui ne sait pas se comporter quand il est amoureux ou qui devient con, quoi. Et en fait, c'est les mêmes fragilités qu'on retrouve révélées au grand jour. Bah ouais. Et puis c'est ce qu'on leur dit à tous ces garçons à chaque fois, c'est votre place, elle compte. Et souvent, c'est des garçons, quand tu creuses un peu, en fait, papa absent, papa pas là, parents divorcés. Quelle est la place de l'homme aussi? Et toi, qu'est-ce que tu envisages plus tard? Est-ce que toi aussi, tu vas faire comme ton père, tu vas partir? Est-ce que tu prends conscience que qui tu es, ton identité? Que le jour où tu vas l'histoire de famille avec laquelle tu arrives, mais on en parlait au début de cet épisode. Voilà, c'est ça. Donc les hommes me passionnent dans M21, je précise évidemment. Et ça me passionne parce que je me dis, punaise, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est vraiment notre prochain gros travail avec M21, c'est cette place-là. Et donc, Vincent, il me fait aussi beaucoup questionner là-dessus dans cette année particulière de voyage qu'on a. En fait, Vincent, aujourd'hui, il a pas de place à M21. C'est mon coach, c'est mon écoutant, c'est mon, voilà. C'est beaucoup toi qui portes. Oui, toi, le visage avec Isaac. Oui, voilà. Et lui, il m'écoute, quoi. Et sans lui, j'aurais jamais fait M21, quoi. C'est lui qui accueille tous mes doutes, c'est lui qui accueille mes pleurs, c'est lui qui accueille quand j'ai des moments de mou, c'est lui qui me regonfle. Enfin, franchement, il est merveilleux. Donc, ouais. Il est dans l'ombre, mais il est merveilleux. Et pour le coup, à M21, sa place, c'est qu'il fait des conférences avec moi. Mais dans l'asso, il n'a pas de place. Pas officiel, quoi. Oui, il n'a pas de rôle. Non, il n'a pas de rôle statutaire. Mais donc, du coup, effectivement, pour revenir à ta question de base, effectivement, on est dans une année particulière, puisque voilà, on est dans une année de voyage, donc une grosse année. Donc, on a nos jobs, M21, les conférences. Et puis, Vincent, il a son job de photographe et réalisateur. Et on profite parce qu'en même temps, l'année prochaine, Isaac est rentré à l'école, donc on va pouvoir continuer ce rythme. Donc, on profite. Et donc, un peu plus stable, mais une nouvelle aussi étape importante pour Isaac, pour vous aussi. C'est clair. Puis ce sera pas que la seule, parce que du coup, quand nous on s'est rencontrés sur la Nuit du bien commun à Lyon, tu portais un projet un peu particulier, une forme un peu de tiers-lieu solidaire autour de la trisomie 21, avec Prête-moi tes ailes. Tu peux nous en dire un peu plus? Faut que je fasse gaffe à ce que j'ai le droit de dire ou pas. Non, je rigole. Non, alors c'est quand même Clotilde qui porte principalement ce projet. Donc nous, avec l'association, on ira s'installer dans leur local. Clotilde, du coup, qui est la présidente de Prête-moi tes ailes. Qui est la présidente de Prête-moi tes ailes. Non, qui n'est plus la présidente de Prête-moi tes ailes. Ça y est, elle est déléguée générale maintenant. Voilà, et on embrasse très fort, bien sûr. Et voilà, et donc elle, c'est elle qui porte ce projet à fond. C'est génial, ça avance, ça va voir le jour en 2024. C'est un projet de dingue. Enfin, ça va être dingue. Vraiment, ça va être trop bien. Du coup, vous serez dans ces locaux-là avec pour objectif du coup de pouvoir accueillir, croiser les gens qui vous appellent d'habitude. Alors ça aujourd'hui, c'est une idée. Et on la confrontera au réel. Voilà, je sais pas, j'espère, et ça va être un peu un test. Est-ce que c'est ajusté ou pas? C'est aussi ça pour moi. Parce que quand tu vois, quand t'accompagnes des gens qui vivent un choc traumatique dans un moment de leur vie qui est tellement particulier, je sais pas. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est ajusté de le recevoir 1 fois, 2 fois, 3 fois? En fait, on va le confronter au réel. On va voir.
Si ça matche bien, si ça se passe bien, bah oui. Alors c'est que ça sera ça et il faudra continuer. Et si c'est pas ajusté parce qu'en fait les gens sont trop en demande, il faudra voir aussi, tu vois. Il faudra le confronter au réel en fait, je sais pas. Parce que j'ai aussi des familles que j'accompagne, j'ai eu accompagné, même juste par téléphone, qui étaient trop en demande. Et donc je pense qu'il faudra le confronter au réel, de voir est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai les personnes pour aussi, parce que moi je peux pas tout faire. Donc c'est ça aussi, tu vois. Mais tout aussi, du coup, un peu la posture de la vision que tu as avec M21, de demain être un peu plus loin de l'opérationnel, pour que l'asso aussi puisse grandir, c'est aussi important. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui t'a un peu donné l'intuition d'y aller, de te dire, OK, il faut qu'on teste cette idée? J'ai accompagné il y a 1 an et demi une famille qu'on a accompagnée pendant la grossesse, donc choc traumatique très très puissant sur la trisomie 21. On les a accompagnés, ils ont finalement fait un chemin d'acceptation, de poursuivre la grossesse. Et en fait, leur bébé est arrivé plus tôt que prévu, il y a eu des petites complications et finalement ils ont fait le choix d'arrêter la grossesse. Évidemment, ce couple, il m'a hyper touchée. Et puis, ils ont vécu ce choc traumatique, finalement, d'acceptation et à nouveau un choc traumatique. Et eux, ils m'ont dit, est-ce que vous avez un local? Est-ce qu'on peut venir vous voir? Et là, ce jour-là, j'ai eu mon cœur fendu. Je me suis dit, punaise, c'est pas possible. J'aimerais tellement juste leur servir un café et les prendre dans mes bras. Et j'ai pas pu. Et là, du coup, je me suis dit, ouais, il faut qu'on pense à avoir un local. Parce que ces personnes que j'ai au téléphone, je me rends compte que le téléphone, ça a aussi ses limites. Et qu'en fait, c'est très fort ce qu'on vit pendant les appels M21 à chaque fois. Enfin, moi, souvent, je finis en pleurs. C'est très puissant parce que c'est l'intimité. Ces personnes, elles m'ouvrent leur cœur. Et souvent, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais les prendre juste dans mes bras, juste une petite accolade, leur dire juste courage, mais en face, quoi, les voir. Donc, c'est un peu comme ça que ça m'est venu de me dire, ouais, je pense qu'il faut qu'on ait une forme de maison dans laquelle on puisse accueillir les gens. Et surtout dans plusieurs régions. Pourquoi? Parce que nous, là, on est à Lyon, en Rhône-Alpes, on a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment une région portée sur la trisomie 21. Nord-Pas-de-Calais, Sud-Ouest, catastrophe. Et les gens, en fonction des régions où ils m'appellent, je sens le désert, je sens la solitude, je sens l'isolement. Et je me dis, il y a vraiment des régions où là, il y aurait 1 million de fois besoin de 14 maisons M21, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Donc, il y a ça aussi, c'est que la connaissance sur la trisomie 21, le problème, c'est qu'elle n'est pas égale partout en France. C'est surprenant, ça? Ouais, non. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que c'est quand même très récent, toutes les recherches sur la trisomie 21. C'est très récent quand tu y penses, 1950. C'était hier. Et soit, en fait, elle est diffusée par un médecin un peu influent dans la région qui a fondé la trisomie 21 et donc qui donne la vision de la trisomie 21. Nous, c'est le cas à Lyon, avec le généticien professeur Sans-la-Ville qui est génial et qui est hyper formé là-dessus. Mais si t'as pas un médecin comme ça qui donne la vision sur la trisomie 21, t'as une méconnaissance absolue et totale. Mais totale. Enfin, voilà. Et donc, personne s'intéresse à la trisomie 21. Et tous ces couples, ils continuent d'arriver toutes les semaines. Et moi, ils m'appellent. Voilà, je suis à 6 mois de grossesse. On vient d'apprendre que j'attendais un petit trisomique. Et en fait, le gynéco, il m'a dit qu'il pourra jamais parler, jamais marcher, jamais aller à l'école. Alors du coup, on peut pas continuer avec cette grossesse. Et dire ça, aujourd'hui, c'est une hérésie. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça aujourd'hui, c'est pas vrai. En fait, c'est pas une vérité scientifique. Bien sûr que si, qu'un trisomique, il saura marcher. Peut-être plus tard. Bien sûr que si, qu'il saura marcher. Bien sûr que si, qu'il saura parler. Plus tard, oui, évidemment. Mais voilà, il pourra pas aller à l'école. Mais bien sûr que si. Il pourra pas aller à la crèche. Bien sûr que si. Donc voilà. Donc, c'est toute cette connaissance sur la trisomie 21. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle est pas diffusée partout. Et qu'il y a des régions qui sont axées trisomie 21 à fond. Il y a des régions pas du tout. Et donc, ça dépend énormément du corps médical. Énormément du corps médical. Énormément du corps médical. Énormément des acteurs aussi en local. Ouais, énormément du corps médical. Et donc, votre but de Tour de France, en fait, c'est aussi d'avoir une incidence là-dessus. C'est aussi potentiellement de susciter des vocations de médecins sur ce sujet-là demain. Quand on donne des conférences de soirée, oui, parce qu'il y a toujours 1 ou 2 médecins, finalement, dans les conférences de soirée qu'on donne, où ces conférences, elles sont ouvertes à tous, mais pas suffisamment à mon goût. Aujourd'hui, en fait, on démarre tout juste ces conférences sur la trisomie 21. Et donc, je vais pas te mentir. Aujourd'hui, quand on donne nos conférences de soirée qui sont gratuites et ouvertes à tous, pour faire sortir des gens de chez eux, de leur canapé, pour leur dire, vous allez écouter un couple qui va vous parler de la trisomie 21, il faut de la motivation. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas un titre vendeur, c'est pas sexy, c'est pas attirant. Tu dis pas, ouais, trop bien, je vais à une conférence sur la trisomie 21. Aujourd'hui, les gens, ils en ont encore un peu rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? T'attires pas les gens. Vincent, mon mari, m'a dit, il faudrait qu'on teste. On aimerait tester de louer une salle à Lyon et de voir comment ça réagit. On va donner une conférence sur la trisomie 21. Est-ce que ça vous dit de venir écouter?
On aimerait tester, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, ça me fait flipper, tu vois. Parce que je me dis, mais les gens, ils vont jamais sortir de chez eux pour écouter ça. Et Moi, je fais le pari de l'équipe de Vincent en vrai. Je pense que si tu fais ça bien avec les talents de communication que vous avez et que tu t'adosses aussi à des belles assos, il y a plein d'œuvres sur le sujet. Je pense à Clotilde, prête-moi tes ailes. Je pense à Tombé du Nid ou à d'autres. Vous êtes quand même un petit paquet aujourd'hui en France, entre autres, à avoir un peu d'influence. À mon avis, si vous y mettez tous ensemble... oui, t'as raison, faut la mais remplir, la salle. il faut sortir de son milieu. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est qu'on sait que nous, aujourd'hui, on touche quand même majoritairement notre réseau. Et quand on se déplace, on touche notre réseau. Et on sait aujourd'hui que les gens qui viennent nous écouter, c'est soit parce qu'ils nous suivent sur Insta, etc. Donc, c'est quand même pas mal notre réseau. Donc, des gens qui sont quand même déjà sensibilisés. Aujourd'hui, le challenge, il est de sortir de ça, de dire comment est-ce qu'en société, des gens qui sont loin de nous, ils vont être touchés par ça. Et des médecins qui sont loin de nous, ils vont être touchés par ça. Donc, aujourd'hui, moi, je le fais avec M21 quand je me déplace dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, on n'y arrive pas totalement avec nos conférences. Non, on fait plutôt de la sensibilisation auprès des jeunes, des étudiants. Voilà. Cool, j'ai un peu envie de lancer un appel à l'aide à ceux qui vont écouter cet épisode et écoutez, si vous avez une bonne idée ou un moyen de soutenir cette idée un peu folle d'Alice et Vincent, il y a un truc à aller chercher. Elle est hyper joignable sur Instagram, je sais. Donc, allez-y, un petit DM. Vincent, il va écouter ce podcast, il va dire « T'en as parlé, t'es fan !» Ça va être très drôle. Non, mais oui, Vincent, en tout à ce cas... moment du podcast, on pense bien à toi. Non, mais voilà, en tout cas, pour nous, aujourd'hui, c'est ça, notre interrogation, c'est il faut apporter la connaissance. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Il faut apporter la connaissance. Et c'est pas compliqué, la connaissance sur la trisomie 21. Aujourd'hui, on l'a. Et tu vois, en décembre, j'étais à la Croix-Rousse, hôpital Croix-Rousse de Lyon. Je suis allée parler à 50 médecins qui font des diagnostics et qui font donc des arrêts de grossesse toutes les semaines de trisomie 21. Hyper touchant. Un médecin qui prend la parole, qui me dit... il avait les larmes aux yeux. Il avait 45 ans. Il me dit... franchement, moi, je fais des arrêts de grossesse toutes les semaines de trisomie 21. J'en ai ras-le-bol. Je traumatise les gens. Moi, je suis traumatisée. Et je sais pas quoi dire sur la trisomie 21. Je fais 12 ans d'études. Je sais pas quoi dire. C'est quoi la trisomie 21 ? Hyper touchant. Tu te rends compte l'humilité du gars. Comme ça m'a touchée. Je me suis dit, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Et il m'a dit, est-ce que vous pouvez revenir ? Est-ce que vous pouvez encore nous parler de la trisomie 21 ? Je me dis, c'est génial parce que, en fait, c'est ça. Le sujet, il est là. Le sujet, c'est la connaissance. C'est impressionnant, je trouve, de voir du coup ce que t'expliquais, la différence entre, en fait, le fait de désarmer ses fragilités, de désarmer ses peurs, et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas le handicap, le problème, c'est le regard. Et en fait, sinon, in fine, à t'écouter, en fait, la société, il n'y a pas tellement de sujets. Les spécialistes, pas en assez grand nombre, mais ils existent. C'est une maladie qu'on connaît, qu'on sait accompagner une fois qu'elle est identifiée. Et j'ai vu là, récemment, il y a un film dont le héros principal va être un petit gars qui est porteur de trisomie 21. Les Cafés Joyeux et Merci à eux montrent à quel point, en fait, il y a du boulot aussi. Je pense aussi à Fier, qui bosse avec des ESAT, ils font plein de produits qui sont aussi vendus. Il y a une réalité, en fait, sociétale qui existe, même quand on est porteur de trisomie 21. C'est pas une fatalité en soi. Oui, bien sûr. Mais l'énorme problème qui vient nous poser à tous, c'est le regard de l'autre. Pourquoi est-ce que je suis autant effrayée que les gens regardent mon enfant ? Qu'est-ce que ça vient me révéler ? C'est ça le problème des gens. C'est ça le problème avec le handicap. C'est qu'on a peur du regard de l'autre. Ça nous terrifie et ça nous paralyse et ça nous empêche de vivre. Moi, j'ai été harcelée. J'ai vécu du harcèlement à l'école. Donc, le regard des autres, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, tu vois. Et donc, un jour, je me retrouve à la caisse, Isaac a 1 an, et j'entends à la caisse d'à côté quelqu'un qui dit regarde, ça existe encore. Là, à cet instant, j'ai 2 possibilités. Soit je la frappe devant mon enfant, pas bonne idée, tu vois. Soit je me dis, ok, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi ? Et en rentrant à la maison, j'explose. Je dis, mais c'est pas possible. Et petit à petit, on a commencé souvent à vivre des événements comme ça. C'est souvent dans les courses, le supermarché, où vraiment les gens sont durs, peuvent être durs. Et Vincent, il m'a dit, en fait, ça va être notre quotidien. Donc, soit on choisit de le vivre dans la joie, soit ça va être l'enfer, notre vie. Et en fait, Vincent, il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit, tant que tu ne sais pas ce que pense la personne, ne présuppose pas qu'elle pense du mal. Et ce jour-là, Vincent, il m'a donné une énorme leçon. Et je me suis dit, en fait, je pense qu'il y aurait moins de bordel sur la Terre si tous, on arrêtait de présupposer que les autres pensent du mal de nous. Et ma sœur, elle m'a dit, mais en fait, les gens, quand ils regardent Isaac, t'en sais rien. Peut-être qu'ils se disent juste qu'il est mignon, ils sont peut-être curieux, mais c'est pas forcément de la méchanceté. Et en fait, l'enfant handicapé, il vient réveiller ça chez nous. Le regard de l'autre. Je suis terrifiée
par le fait que l'autre va peut-être mal me regarder. Et donc, je suis terrifiée par quoi? Par le fait de ne pas être aimée, par le fait de ne pas être reconnue. Voilà. Mais en fait, et toutes ces questions, il faut avoir la simplicité et l'humilité de nous les poser. Mais Isaac, moi, il me fait travailler sur moi en permanence. Si tu te remets jamais en question quand t'as un enfant handicapé, bah oui, bien sûr que ta vie, elle est dure, bien sûr que t'es triste, bien sûr que c'est lourd, bien sûr que c'est challengeant. Tu rentres chez toi, tu fais, mais voilà, pendant 1h30 de course, tout le monde m'a regardé, tout le monde a regardé mon gosse. Et en fait, t'es aigri. Et prends-le différemment. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est quoi les clés que tu pourrais nous donner de ton expérience pour essayer de faire ce pivot? Je crois qu'on meurt intérieurement quand on arrête de se remettre en question. Il faut tout le temps se remettre en question. Il faut tout le temps être OK avec le fait de se questionner et de se dire qu'on ne réussit pas et que c'est normal. Il faut être OK et en paix avec le fait qu'on vit d'échec en échec. Isaac, tous les jours, il me met face à mes limites. Ah mais franchement, c'est mon pire miroir. Quand il est dans la confrontation, quand il me dit non, quand il me désobéit, ah mais il me révèle une partie de ma personnalité que je trouve absolument détestable. Mais du coup, là, en ce moment, je suis vraiment dans ce travail d'accueillir, de dire, OK, là, j'ai vraiment des limites. J'ai vraiment des moments où j'y arrive pas. Mais c'est OK. Là, dans cette situation, OK, j'ai réagi comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et je crois que, franchement, je crois que le début de la fin, et je crois que le début de l'aigreur, c'est quand on se remet plus en question. Et qu'on passe dans la phase où on subit. Ce que je trouve hyper touchant dans ce que tu dis là, c'est que si je fais un peu le miroir sur ma vie en même temps que tu parles, en fait, je me dis que toutes ces questions-là, j'ai pas besoin que mes enfants soient porteurs de trisomie 21. En fait, elles sont réelles. En vrai, si je gomme cette information-là de notre discussion, c'est vrai de mes enfants, c'est vrai de mon boulot, c'est vrai dans mes échanges avec ma femme, c'est vrai dans ma relation avec mes beaux-parents, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Enfin, je pourrais faire toute la liste, quoi. Oui. C'est... Oui, c'est sûr. Et quand on a un enfant handicapé, l'énorme problème, ce que je remarque, c'est qu'on met tout sur le handicap d'un coup. Et en fait, je crois qu'il faut le remettre à sa juste place. C'est là, ça fait partie pleinement de notre vie. Mais en fait, Isaac, tous les jours, je lui parle comme s'il était normal. Je l'éduque comme s'il était normal. Je l'emmène partout avec moi comme s'il était normal. Je l'emmène dans le train, dans l'avion. Il est chez des gens avec nous partout. Il s'adapte à notre vie. Il est partout avec nous. Et toujours, dans cette volonté, Vincent et moi, de OK, est-ce qu'en ce moment, on va bien? Est-ce que prendre soin de notre famille, prendre soin d'Isaac, et tout le temps nous poser cette question, est-ce que je suis heureuse là où je suis? Est-ce que je suis heureuse en tant que femme? Est-ce que je suis heureuse en tant que maman? Tout le temps. Et si c'est pas OK en ce moment, prends quelques temps, prends quelques jours. Moi, c'est vraiment un conseil que je donne souvent à mes amies quand elles ont des enfants handicapés. Elles n'en peuvent plus, elles ont leur cocotte minute qui explose, mais je ne pars. Ah bon, mais je vais laisser mon enfant, mais t'es pas indispensable. Et en fait, si tu pars de chez toi, tu sais quoi, ça va faire du bien à ton enfant. Ça va faire du bien à ton mari. Va te prendre 3 jours à la montagne. Vas-y. Waouh. Et ça fait du bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très tôt avec Isaac. Il avait 5 mois. Et quand Isaac a eu 5 mois, j'ai sorti une vidéo sur Internet du DPIA. À l'époque, c'était un amendement, de loi bioéthique. Une vidéo qui a cartonné. Et en fait, j'ai même été citée à l'hémicycle et l'amendement que j'ai dénoncé, en fait, dans la vidéo n'est pas passé. Mais cette vidéo, en fait, elle m'a fait aussi beaucoup de mal. Parce que pour le coup, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Et là, je me suis sentie complètement affaiblie. J'ai dit, sans faute, il faut que je parte. Il faut que je parte 3 jours. Et voilà, et ça m'a fait du bien. Et c'était OK. Pourtant, Isaac avait 5 mois, il était tout petit. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place régulièrement. Et c'est quelque chose avec lequel aussi on est en paix avec Vincent, de dire, en fait, là, si t'exploses, prends du temps, c'est pas grave. Prends soin de toi, va te poser, réfléchis. Et ça aussi, c'est OK, c'est se remettre en question et savoir régulièrement se demander, est-ce que je suis heureuse? Mais pas heureuse en surface, véritablement heureuse. Âme, corps, esprit, intégralement. C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que, en vrai, je me répète, mais je pense qu'en fait, pour tous ceux qui nous écoutent, et moi le premier, c'est applicable dans tous les pans de ta vie. Si t'es pas heureux dans ton taf, ça veut pas dire qu'il faut que tu changes tout, ça veut peut-être juste, pose-toi, viens un moment d'introspection, et pareil avec ton couple et tout, mais ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'en fait, la fragilité de ces enfants porteurs de trisomie 21, mais c'est vrai, je le trouve avec beaucoup de handicaps, pour pas dire tous, en fait, cette confrontation à nos fragilités, il nous pousse à nous poser des questions qui sont normales, d'une part, qui sont OK, et en plus qu'on pourrait avoir dans n'importe quel pan de notre vie, qui, de tous les regards de la société d'un point de vue extérieur, vont bien. Je vis un bon moment au boulot, je m'éclate dans mon taf, OK, en fait, fais une pause, est-ce que t'es 100% heureux? Est-ce que tu l'es partout?
Et si c'est bon, en fait, continue, déroule. Et puis si tu te rends compte qu'en fait, tu t'éclates là, mais il y a peut-être un endroit où, en fait, tu boites un peu dans ta vie ailleurs. Et tiens, intéresse-toi à cet endroit-là un peu. Ouais, exactement. Et avec Vincent, ça a été quelque chose qu'on a voulu mettre en place tout de suite. Quand on a su pour Isaac, ça a été vraiment une promesse pour notre couple qu'on s'est fait. On ne veut jamais que Isaac porte un poids, tu vois, en fait, sa trisomie 21, c'est lourd. Non, on n'a jamais voulu ça. En fait. Pourtant, ça peut être dur. Oui, bien sûr. Il y a des moments où j'imagine que c'est dur. Ouais, on n'aime pas ce terme, on dit challenge. Parce que déjà, on adore les cultures anglo-saxonnes. Non, okay. Je rigole, mais... OK, cette interview va continuer en anglais, du coup. Non, en fait, on préfère le mot challenge, puisque dans le challenge, il y a le côté sportif. Et nous, on compare souvent notre vie à un sportif. On a une vie sportive avec Isaac, voilà. On n'a pas une vie difficile, on n'aime pas ce terme, tu vois. Je comprends, ouais. Parce qu'en fait, dans toutes les difficultés, challenges qu'on a vécu avec lui, il y a tellement toujours eu de l'amour et de la joie qu'on s'est jamais retrouvé dans une situation, si tu veux, où même quand il a eu la varicelle, on a fait 5 jours d'hospice, j'ai pas dormi pendant 5 jours. Mais pendant ces 5 jours, on a tellement ri aussi, on a joué au ballon dans sa chambre. Enfin, on a toujours eu des moments de joie, en fait. Et des moments d'amour, parce qu'on a construit notre famille comme ça. Donc, on préfère ce terme de challenge. Mais tout ça pour dire que moi, en tant que femme et en tant que mère, et Vincent en tant qu'homme et en tant que père, on s'est toujours dit, mais en fait, Isaac, il n'a pas à porter le poids de quelque chose de notre histoire qui n'a pas été assumé par nous. C'est-à-dire que tu relis l'histoire beaucoup plus loin fait, au 4 mars, oui, quoi. Parce que ton enfant, il vient réveiller quoi? Ta vie, tes blessures, ton passé. Et quand t'échoues dans ta parentalité, c'est ton passé que tu te prends dans la tête. Et des fois, quand il y a un enfant handicapé, c'est juste... Tu vois, c'était super intéressant. Il y a 2 semaines, appel M21. Un père qui m'appelle et qui m'a dit une phrase qui m'a tellement touchée. Il me dit, je sais pas si je vais pouvoir le garder parce que quand je me compare à mes amis qui sont pères, moi, je me trouve naze. C'était tellement fort. Et juste parce qu'il vient d'apprendre que son enfant est trisomique, il remet en question toute sa vie, toute sa parentalité parce qu'il est dans la comparaison. C'est dingue. Mais en fait, à quel point ta parentalité, quand il y a un handicap, ça vient réveiller quelque chose de tellement plus profond. Ça va au-delà. C'est pas la question de la trisomie 21. C'est au-delà. Et nous, on s'est dit, on veut pas qu'Isaac porte ça. Et donc, OK, on va faire un travail. On va faire un travail chacun. On va aller. C'est pas grave, on va un peu remuer le caca, voilà. Mais c'est pas grave. Et on va apaiser les choses. Et on va mettre des mots. On va mettre des mots sur les mots. Pour qu'Isaac soit libre et qu'il porte pas notre histoire, mais qu'il porte son histoire. Tu vois? Ce que je trouve hyper touchant dans ce que tu dis là, c'est qu'en fait, je comprends que il y a Isaac. C'est une aventure et c'est un pan de votre vie important. Mais qui t'a aussi poussé et à révéler Vincent dans le meilleur de ce que vous êtes. Et en fait, M21, c'est beaucoup plus une naissance de ce moment-là. En fait, de ce que vous êtes au fond, de l'envie d'aider, d'aller au-delà d'avoir un challenge dans vos vies qui n'est en fait pas Isaac. Isaac a juste été le révélateur de votre envie d'aider. Ça aurait peut-être été sur autre chose s'il avait pas été là. Il est là, du coup, c'est la trisomie 21 qui est devenu le lieu de ce challenge. Mais en fait, tu révèles ta vie. Est-ce que tu t'es déjà un peu posé cette question, justement, de dire, tiens, est-ce que tu aurais eu cette force d'aller lancer ça si Isaac, il était pas là? Non, pas du tout. Alors là, je vais être absolument transparente, sincère. Je n'ai jamais été sensible au handicap. Et là, je le reconnais. Le handicap, je me suis toujours dit, les familles qui ont des enfants handicapés m'ont toujours émerveillée de me dire, waouh, ils ont un handicapé. C'est très beau chez eux, mais alors ça sera jamais chez moi. Non. Et pour le coup, je suis touchée par les gens qui ont pas d'enfants handicapés, qui sont sensibles au handicap. Ça, je trouve ça incroyable. Je me dis, waouh. Parce que moi, c'était pas du tout mon cas, quoi. Non. Et puis même, ça m'a toujours mise un peu mal à l'aise. Je savais pas comment me comporter. Quand j'avais des handicapés dans mon église, je savais pas trop comment leur parler. Je me sentais un peu gauche. Enfin, tu vois, j'ai jamais été à l'aise. J'aurais jamais créé quelque chose sur le handicap, pas du tout. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Et Isaac m'a ouvert un monde depuis 3 ans où j'ai des œillères qui sont tombées de mes yeux. Et maintenant, je vois tout le temps le nombre d'handicapés en fait qu'il y a. C'est un truc de fou. Et en fait, avant, j'y faisais pas gaffe. Mais maintenant, je les vois vraiment. Et même des enfants autistes. Avant, je les voyais pas. Maintenant, j'ai un peu un radar. Je vois. C'est dingue. En fait, c'est dingue. Notre monde est rempli de personnes porteuses de handicap, en fait. Et est-ce qu'on les voit vraiment? Est-ce qu'on les comprend vraiment? Et Isaac, il a réveillé en moi un aspect de me dire, en fait, moi, peut-être que demain, je peux avoir un accident et être handicapée. Je peux être défigurée, je peux être en fauteuil roulant du jour au lendemain, je peux être paraplégique. Voilà. En fait, on est tous potentiellement des personnes avec un handicap. Et surtout, point final, on est tous handicapés.
En fait, on a des handicaps visibles ou invisibles, mais tu peux avoir un handicap émotionnel, tu peux avoir un handicap relationnel, tu peux avoir un handicap dans ton intelligence avec les autres, tu peux avoir un handicap... Enfin, en fait, parce qu'on a tous des faiblesses. Et je crois que quand on comprend ça, on peut accueillir l'autre qui est vraiment handicapé en face de nous. Et je crois que notre société, elle changera le jour où tout le monde prendra conscience de ça. Voilà, en fait, ça peut tous nous arriver. C'est fort ce que tu dis là, parce que ça implique chacun d'entre nous de se poser la question à quel endroit est mon handicap. Voilà, c'est ça. Et Isaac, il m'a fait me poser cette question. C'est quoi mon handicap à moi? Ouais. Et là, d'un coup, t'es plus, bon là, les gens ils verront pas en podcast parce que je te fais des gestes, mais d'un coup, t'es plus dans une relation, dominant-dominé où il y a quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui n'y arrive pas. Non, en fait, on est tous au même niveau. La question, c'est juste, toi, c'est quoi ton handicap? Tu vois, je vais pas le citer, il va m'en vouloir, mais j'ai un bon pote qui est dans sa boîte, il a plein de qualités, mais il a un des trucs qu'il aime pas faire, c'est le management. Donc, en fait, il l'accepte et il s'entoure de gens qui vont s'occuper de ce sujet-là, alors qu'il a des fortes responsabilités dans son job au quotidien. En fait, c'est intéressant. Je sais pas si qualifierait ça de handicap, mais il maîtrise et il connaît cette faiblesse. Ça lui donne une posture d'humilité sur d'autres sujets, parce qu'en fait, on sait, quand on le connaît, et je pense que ses équipes le connaissent, que cette faiblesse, elle est là. Que ce handicap, il est là. Et donc, on lui reconnaît une vraie valeur à d'autres endroits, puis en fait, on sait qu'il n'est pas parfait. Il y a des endroits où ça pêche. Et ça donne une accueil de la vulnérabilité. Et je pense que dans le leadership, il y a aussi une forme de la vulnérabilité. Je trouve aussi que sur les réseaux, tu dégages beaucoup de leadership. Et Merci. Je trouve que le terme de challenge, il est aussi un peu lié à ça, à cette dimension du sport. Le sport est quand même un écosystème dans lequel on voit aussi du leadership. Ça, c'est assez fort, parce qu'en fait, faudrait que des coachs experts en leadership confrontent mon propos, mais en fait, si tu trouves cette part de vulnérabilité, tu sais aussi du coup à quel endroit tu vas être capable d'avoir une part de force, une part d'authenticité et donc d'engagement pour aller plus loin. Moi, oui, non, mais alors là, nous, avec Vincent, on est passionnés par le leadership. C'est vraiment, c'est notre sujet, on en parle tout le temps. Et oui, moi, je te disais tout à l'heure, je suis chrétienne, mais en fait, moi, je suis passionnée par Jésus. Et au-delà de l'aspect spirituel, de ce qu'il a fait, etc., de qui il était, on enlève le côté spirituel, voilà. Monsieur Jésus, quoi. Voilà, juste déjà le gars. Enfin, moi, je trouve sa personnalité absolument mais incroyable. Et le king du leadership, c'est Jésus. C'est Napoléon qui a dit cette phrase qui est absolument géniale. Il a dit moi, j'ai construit un empire sur la force. Le seul qui a réussi à construire un empire sur l'amour, c'est Jésus. Et des gens meurent pour lui, pour ça. C'est dingue. C'est Napoléon qui a dit ça. Mais c'est tellement vrai. Mais pour moi, le maître du leadership, c'est Jésus. Parce que c'est quand tu regardes un tout petit peu sa personnalité, qui il était, la manière dont il s'exprime, etc., ce qu'il a fait. Mais lui, il nous montre tout du leadership. Et justement, sur la question de la vulnérabilité, mais évidemment, bien sûr. Ah bah oui. Là, si tu me lances, on repart pour 2 heures de podcast. Là. Écoute, avec plaisir, on va changer d'émission. Bienvenue sur le leadership. Génération leadership. Et il a une forme de leadership, ton Isaac? Tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, je me suis dit ça, c'est dingue. Isaac, il est jamais dans la domination, il est jamais dans l'orgueil, il est jamais dans quand je regarde sa personnalité, même avec d'autres enfants, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va toujours d'abord imiter, il va regarder l'autre, il va l'observer, puis il va faire comme lui. Donc, tu vois, il va toujours un peu se placer derrière. Et moi, quand je me mets à sa hauteur pour lui parler, en fait, il va se mettre, quand je me mets, par exemple, tu vois, sur les pieds par terre, il va se mettre lui aussi sur les pieds par terre, donc il va toujours être en dessous de moi. Oui, il limite ta position, mais oui, vu qu'il est plus petit... Mais du coup, comme il est plus petit, en fait, à chaque fois, je rigole, alors je vais le mettre debout, je dis non, mon cœur, tu vois, je veux te parler, je veux vraiment être à ta hauteur, mais en fait, il se met toujours en dessous de moi. Et tu vois, c'est fou comme il est dans l'amour, je trouve. Enfin, ouais, il m'émerveille. Hein. Isaac, ça veut dire le sourire de Dieu. Tu vois, c'est la signification de ce prénom. Nous, on adore dire qu'on se couche avec le sourire de Dieu et on se réveille avec le sourire de Dieu. C'est vrai que c'est un petit garçon qui a une joie qui est extraordinaire. Super caractéristique. C'est extraordinaire. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai que oui, il a une forme de leadership, oui, c'est sûr. Mais du coup, moi, je trouve un leadership énormément dans l'humour. Il est très drôle. Il est vraiment très drôle. Il essaie tout le temps de faire des blagues. Il veut tout le temps nous faire rire. Et voilà, il a son leadership à lui. Ouais, c'est Isaac, son leadership, j'aime bien dire ça, c'est qu'il veut changer l'atmosphère. Quand il arrive dans une pièce, il va changer l'atmosphère. Il va changer l'atmosphère pour que tous les gens soient bien. Et il vérifie d'ailleurs que les gens soient bien, que s'il sent qu'une personne n'est pas bien, il va venir faire une petite caresse, il va essayer de faire rire.
La dernière fois, on était dans une église et il y avait un monsieur très, très, très âgé. Il l'a remarqué alors qu'il n'était pas assis à côté de nous. Et puis, il est allé, et puis il a caressé la main, il l'a regardé dans les yeux. Enfin, c'est hallucinant. Tu fais, il a 3 ans, quoi, c'est fou. Enfin, mais tu vois, il change l'atmosphère. Ça, c'est dingue. Magnifique. Ouais, c'est clair. Écoute, j'ai envie de nous laisser avec ces mots de Isaac, et c'est aussi son leadership à lui. Ouais. Et peut-être, oubliez pas, Vincent, si vous avez des idées pour remplir une salle à Lyon, on compte sur vous. Si vraiment ça se fait, alors là, ça je te sera dingue. réinvite sur ce podcast et on débrief. On fera un épisode C'est bonus, les coulisses de l'événement de Vincent. C'est clair. Merci beaucoup, Alice, d'être venue jusqu'ici. Merci à vous. Avec plaisir, c'était un trop bon moment. Et à très bientôt, chers amis. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.